Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, je reçois une personne vraiment intéressante. Vous allez le découvrir. Alors, il a été propriétaire durant plus de 18 ans d'une résidence pour personnes âgées en Mauricie dont il vient tout juste de se départir. Et il se dit un gars de com puisqu'il a œuvré dans les communications en tant que directeur des programmes à la radio durant 14 ans et aussi en communication depuis plus de 30 ans. Diplômé en adaptation scolaire, il renoue maintenant avec sa première profession en enseignant à temps partiel et ce, tout en étant nouvellement écrivain. Ces nouveaux défis l'ont amené à être aussi célébrant de fin de vie lors de funérailles. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Daniel Brouillette. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Mais oui, écoute, tu viens nous parler de plein de sujets parce que tu es un homme avec multi-projets, qui a quand même un bon parcours de vie. C'est ça, on dirait que j'ai une palette, puis je sais pas par où tu vas commencer. Hein? Oui. Je t'écoutais, je dis bon, elle va commencer où? Ben écoute, on va commencer par, de ton histoire. Tu es un gars de la Mauricie, Oui, tu as voilà. grandi là. Sur une terre, Sur dans une un terre. rang. Oui, je suis sorti du rang, mais je suis né d'un rang. Ouais, c'est ça. Avec une famille quand même de plusieurs enfants. 7 enfants. Donc, je suis le plus jeune. Donc, j'ai un grand frère, 5 sœurs, puis moi. Donc, je suis ce qu'on appelle le bébé d'une famille. Alors, c'est ça. Puis vous êtes combien de garçons, combien de filles? C'est ça, je te dis. Alors, OK. il y a mon grand frère, OK, 5 filles et moi. OK. Alors, je suis l'enfant qui Le n'était pas Benjamin. attendu, en fait. Parce que tu vas comprendre que, bon, ma mère a eu son fils, 5 filles, et entre moi et la dernière fille, il y a 5 ans. Donc, probablement qu'un soir, ils l'ont échappé. Et puis, c'est moi. C'est moi qui ai été l'échappé. T'as été... Oui, mais c'est ça. Mais en fait, ils sont super contents parce que il y a eu un gars, 5 filles. Imagine-toi une femme qui arrive, si c'est un garçon, même si si elle avait été heureuse d'avoir une fille, elle a eu un gars. Alors, j'imagine sa joie. Ben oui, Hein? c'est ça, J'imagine sa exactement. joie. Puis là, tu as écrit un livre aussi, Oui. ça m'amène à t'amener parce que justement, on est capable de vivre ton histoire là, de petit garçon de 8 ans qui vit un deuil. Puis en fait, je me suis inspiré de l'histoire de ma mère et de mon père pour écrire mon premier roman. C'est ça. En fait, c'est une inspiration. Bien sûr que ça raconte l'histoire d'un enfant qui a vécu la mort de sa mère, en fait. J'avais 9 ans. Oui, puis moi, je l'ai lu, le livre qui est vraiment, vraiment bien, là, je suggère, parce que on tombe en amour avec plein de choses, avec votre famille, tout d'abord, avec tes parents, Oui. Rita et Oscar, qui vivent une belle histoire d'amour qui, malheureusement, s'écourte par les aléas de la vie, puis dans ce temps-là, la maladie, tout ça. Mais c'est une belle découverte parce que cette histoire-là, on la vit, puis on vit toutes sortes. Tu as pris soin de passer à travers plusieurs choses, moments importants dans la vie là, dans ces années-là. Ben oui, parce qu'en fait, ça se passe entre 67, 68, et c'était toute la Révolution tranquille. Donc, je voulais camper cette histoire-là dans les changements de ce que les femmes ont vécu, comment c'était le... Alors, j'ai voulu rappeler plein de grandes notions, comme le droit de vote des femmes, ce que les femmes aussi, ils ont commencé à être libérées un petit peu plus là, à ce moment-là. Ma mère n'était pas dans cette histoire de libération tant que ça, mais ça commençait à parler de ça, la femme d'aujourd'hui. Ma mère écoutait ça, les femmes commençaient à en parler. Mais il faut comprendre que nous, c'est une histoire qui vient d'une histoire rurale, d'un homme mon père avait 38 ans, elle en avait 21. Alors, c'est une grosse différence. Alors, je raconte toute cette histoire-là entre un homme qui était plus âgé et une femme qui se marie en 44. Et c'était un peu un scandale parce que pourquoi une femme si belle, je le dis d'ailleurs dans le livre, pourquoi une femme si belle marie un homme si ordinaire, il n'était pas jovialement, il n'était pas excessivement beau non plus, mais elle était très belle. Alors, c'est toute cette histoire-là que je raconte, toute l'histoire des femmes. Et La des différence hommes. d'âge La aussi. différence d'âge, bien oui, la différence d'âge. Puis pourquoi qu'elle a choisi un homme plus vieux, puis pourquoi qu'elle n'a pas pris un homme plus jeune. Puis finalement, ben, elle est morte avant. Alors, mais oui, c'est ça, oui, c'est ça l'histoire. Et lui, il pensait jamais. Il s'est fait jouer un vilain tour. Puis il en est jamais revenu. Il pensait que ça allait être son bâton de vieillesse. Ben oui, il n'en est jamais revenu. Donc, je disais souvent, il aurait dû s'enterrer avec elle parce qu'il l'aimait tellement. Et il était sûr de son coup.
Oui, oui, puis on la vit, on la sent, la belle histoire d'amour là, de tes parents. Puis à travers ça, ben une tragédie, ben le mal là, qu'elle Ben, a c'est tout au long ça. avant de savoir ce que c'est, parce que bon, la médecine à cette époque-là Voilà. n'était absolument pas avancée comme aujourd'hui. On vit plein de choses de cette époque-là qu'aujourd'hui c'est un acquis, comme le métro, on n'en parle Ben plus, oui, on là, n'en je veux parle dire, pas. mais à ce moment-là, pour eux, là, Ben oui, lorsqu'elle arrive, c'est ça, elle était à l'hôpital quand le métro a commencé, donc en 67. Elle était à l'Hôtel-Dieu de Montréal et tout le monde parlait du métro, de l'exposition universelle. Donc, moi, je me dis, elle a tout vécu ça sur le lit d'hôpital. Mhm. Et je raconte comment que les gens de Saint-Narcisse, qui n'allaient pas souvent à Montréal à ce moment-là, donc elle n'avait pas beaucoup de visites non plus. Donc, toute l'histoire aussi de la À part le religion. curé. Ben, le curé, bien sûr. Le curé qui, lui, était allé, donc il était allé à voir. Puis aussi, ben, tu sais, c'est toute la réflexion, je pense que tu l'as lu sur l'aide médicale à mourir. Tu Oui. sais, je vais là aussi parce que je me suis toujours demandé, elle l'a demandé aussi, je sais pas si il y a un Mm. chapitre où, à un Mm. moment donné, je raconte que mon frère était un peu technique dans le temps. Puis pour l'époque, là, il était pas mal plus... Il était très avancé, puis il avait mis un micro sous le lit de ma mère quand elle était malade. Et quand le médecin venait, bien, mon frère avait mis un fil entre la chambre de ma mère et le salon, et ce qu'on appelait le salon. Là. Et à un moment donné, sans que le médecin le sache, bien, mon frère, avec des grosses bobines, pesait sur le bouton rouge, puis on enregistrait ce que le médecin disait à ma mère, puis ce qu'elle disait. Et ce qui est arrivé, c'est que moi, mon frère, il ne nous a jamais dit que ces bobines-là existaient, mais un jour, 30 ans après, Mm. on a écouté des bobines de ma Oh mère. là là Ouais. là là. Et c'est sûr que je raconte, c'est sûr, Oui. le ruban était séché, puis bon, Mm. il était sec, puis... Mais là-dedans, on entend qu'elle aurait voulu partir, puis qu'elle a demandé au médecin à un moment donné, est-ce que tu peux me donner une piqûre si j'en peux plus? Parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, la morphine était aux 12 heures, aux 8 heures, donc et elle est morte à la maison. Donc, elle a souffert. Ma mère, c'est ce que les gens me racontent, parce que moi, je Oui. raconte ce que les Mhm. gens me racontaient, Mhm. mais elle a crié et elle souffrait de martyr, parce que la morphine était aux 12 heures. Donc, imagine-toi, à la 8e heure, quand elle faisait plus effet, là, ben, c'était... Moi, ce que je me souviens, c'est qu'elle criait. Ben oui, c'est ça. Puis là, d'entendre sa mère C'est ça. souffrir, puis justement, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un petit garçon qui... Est-ce que tu réalisais que ta mère s'en allait? Est-ce que tu... Non. OK, parce que... Puis ça Non. confirme les études, parce que les études le disent qu'à un certain âge, quand on vit de l'orphelinage précoce, c'est comme ça, Ah ouais? c'est comme ça que ça s'appelle, l'orphelinage précoce, c'est quand on est plus jeune, on ne réalise pas encore, donc on est un peu protégé par ça. On le vit un petit peu plus... Un peu plus tard. un peu plus tard. Mhm. Puis il y a aussi, par contre, l'enfant qui, lui, va devenir le risque de la parentalisation. Ah. Donc, celui qui est le plus vieux de la famille va Va devenir devenir... s'occuper de ça. Alors, Oui. c'est ce que ma sœur a fait. Alors, Oui. la plus vieille a dû lâcher son emploi pour Oui. s'occuper de ses 5 sœurs et de son petit frère. Oui. Tu vois? Non, Alors, oui. c'est ça. Alors, oui, exactement. Elle a C'est ce qui vécu s'est la passé. parentalisation, Oui. là, c'est des grands mots, mais c'est ça. Puis l'impact, selon les études, est plus insidieux pour le jeune qui vit la Oui, hein. parentalisation. Oui, parce que c'est une charge sur les épaules, comme tu disais, oui. là, d'abandonner la vie que tu devrais vivre d'un sens. Puis c'est comme ça. Puis ça serait comme ça encore aujourd'hui. Mais ça serait comme ça. Encore aujourd'hui. C'est ça, exactement. Mais le petit garçon, lui, il vivait ça comment? Le petit Daniel. Ben, le petit Daniel, c'est quand j'ai écrit le livre, je pense que je me suis replongé dans des moments. Il y a des moments où je me rappelle plus, puis il y a des moments où je me rappelle moins. Je me rappelle du moment où elle a fait son délire un matin que je m'en allais à l'école. Peut-être 2 jours avant qu'elle meure. Tu vois, il y avait un délire incroyable où elle s'est mise à sacrer, elle s'est mise à hurler, puis elle s'est mise à haïr le monde entier, puis nous haïr. Tu sais, des mots violents. Qui sortait de sa bouche. Et là, toi, tu as 9 ans, l'autobus s'en vient, ton père est là, ta sœur est là, puis tu entends une femme qui est complètement en train de délirer, dans un délirium. Et là, il faut que tu prennes l'autobus. Et tu t'en vas à l'école comme ça. Et je me rappelle de ce moment-là. Puis de comment tu te sentais à l'intérieur. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, pour que je t'en parle, c'est parce que je me rappelle de ce matin-là. Est-ce que je me rappelle de tous les matins où ce qu'elle a souffert? Puis non, mais je me rappelle de certaines affaires. Je me rappelle de la voir, par exemple, sortir de la chambre de bain avec sa robe de chambre fleurie.
il y a des images qui nous reviennent. Sont très courtes. Dans son mon appareil cas, aussi. son appareil, oui. ses jambes, parce qu'elle avait une prothèse, puis elle avait deux grandes tiges de fer de chaque côté du mollet pour que sa jambe, tu sais, ça ne donnait rien, là, parce qu'elle avait un cancer des os, puis il ne savait pas. Là, mais elle, là, elle avait ça, puis elle avait comme des poches de sable, parce qu'elle voulait tellement guérir qu'elle se mettait des poches de sable sur la cheville pour Les faire exercices qu'il lui donnait à faire. Elle pensait là, qu'elle allait ressusciter avec ça, alors que c'est un cancer des os qui l'a rongé. Encore pire. Mais c'est ça, tu sais, fait que... il y a des images où que l'enfant voit, par exemple, un soulier avec 2 tiges. Tu te dis, mais c'est quoi ça? C'est ta mère. Tu sais. Puis là, tu vois une mère, une maman qui vieillit. Donc, pour moi, dans mes yeux, elle était extrêmement vieille. Elle avait juste 45 ans. Alors, quand toi, tu as 45 ans dans ta vie, là, je peux te dire que tu te dis, hey, mon Dieu, quel enfer qu'elle a dû vivre. En plus d'avoir 45 ans et d'avoir 7 enfants et d'en laisser un à 9 ans, puis 5 filles, puis toutes dans l'adolescence, puis des belles filles qui allaient toutes se faire prendre, puis se faire... le monde disait, ils vont toutes les marier enceintes, puis il n'y aura plus de mère là-dedans. Tu sais. On sortait à cette époque-là. Ben oui, on est dans un milieu rural, donc les gens, ils savaient. Tu sais. Le placotage. Alors oui, c'est ça. L'enfant, il y a des flashs, mais c'est des flashs. Est-ce que ça marque l'enfant? Moi, je pense que oui, mais l'enfant, lui, il sait plus tard qu'il est marqué par certaines affaires, par ses faiblesses, ses carences. Tu sais, je suis un carencé, je le vois, tu sais, je suis sensible, trop sensible. Probablement que si on m'analysait puis qu'on me découpait en morceaux, on verrait certainement des morceaux. Je peux le dire à 60 ans, là. Oui. Mais tu m'aurais demandé de dire ça à 40 ans ou 30 ans, j'aurais dit, on ne parle pas de ça. Non. Tu as pu faire une introspection. Puis écoute, ce que je peux te dire, c'est que c'est une bonne analyse parce qu'effectivement, ça aussi dans les études, c'est ce qu'ils disent, c'est que il y a des impacts. C'est sûr qu'il y a des impacts psychologiques, même au niveau de la socialisation et tout ça, même au niveau de l'emploi. À long terme, ça va vraiment avoir ça va vraiment faire une différence là, dans le parcours de l'enfant. Oui, puis je crois que ça fait une différence. Puis, tu sais ce que je me suis dit, moi, quand j'ai grandi puis que je regarde mon parcours, je me dis, c'est heureux qu'elle soit morte, ma mère. Je ne serais jamais devenu ce que je suis devenu. Si ma mère avait été là, j'aurais été un autre homme, probablement. Je suis convaincu de ça, parce que être une maman, ça change un enfant. Une maman qui aime, là, je ne te parle pas d'une maman, je parle d'une maman présente, d'une maman comme... Si elle avait grandi avec toi, avec grandi avec elle. Je ne serais probablement pas avec toi aujourd'hui. Probablement, je ne sais pas. Et peut-être que non. Peut-être que oui, mais peut-être que je serai ailleurs. Alors, ce que je suis devenu, c'est un peu à cause d'elle. C'est à cause de son absence. Probablement que, moi, j'ai toujours dit, bien, garde, au fond, elle est partie, elle avait un cancer, puis tu vois, tu n'as pas viré si mal que ça. OK, tu aurais pu virer plus mal que ça. Alors, probablement que, des fois, je me suis dit, bien, heureux soit-elle d'être partie, parce que garde ce que tu es devenu, puis c'est pas si mal. C'est pas parfait, mais c'est pas si mal. C'est le beau. Toi, c'est ça à faire, c'est de ressortir le beau des événements. Moi, je pense que oui, parce que nous sommes tous un peu carencés dans nos vies. Les gens me disent, c'est pas drôle, il a perdu sa mère. Oui, mais toi, tu l'as eu toute ta vie, puis probablement que tu lui as jamais dit que tu l'aimais trop. Non, c'est ça. Ou peut-être que ta mère, elle t'a fait des affaires qu'elle aurait pas dû elle faire. mal aimée. Et peut-être que ta mère aurait jamais dû avoir d'enfant aussi. Ça aussi, on ne le disait pas, là. Mais peut-être que c'est ça aussi. Alors, c'est pas parce que ta mère est partie ou que on devient différent. C'est sûr. Alors, c'est ce que je te dis, c'est que ma mère, si elle avait été là, j'aurais pas écrit le livre. Je n'aurais pas écrit de mon premier roman comme ça. Puis il n'y aurait pas plein de personnes, des milliers de personnes qui connaîtraient... Qui m'auraient raconté ce que connaîtraient Rita. Et qui auraient raconté l'histoire de la robe. Oui, la belle robe rouge. Ben oui, c'est ça. Oui, puis là, tu parlais de différence. Ta mère, justement, malgré le temps, elle t'a appris, elle t'a accompagné du temps qu'elle a pu par rapport à la petite différence que tu avais. Oui, tu es bègue. Oui, je suis bègue. Et d'ailleurs, tu vois, tout le monde pensait que je suis bègue parce qu'elle était décédée. OK. Faisais un lien avec ça. Ah non. Mais alors, je suis bègue parce que c'est dans un chromosome. Ça fait partie de notre ADN familial. Dans ma famille, sur les 2 côtés, il y a des bègues. Il y a des grands-parents qui bégayaient, il y a des oncles qui bégayaient. Tu sais, alors, il y a plein de monde qui dit « Ah, pour lui, il bégayait parce que sa mère est morte. » Mais non! Je bégayais depuis que je suis dans son ventre. Donc, probablement que
je fais partie, ben, c'est dans mon chromosome, je sais pas, le X12 ou 12, là, ben, il est tout croche, probablement, puis la langue me dérape, puis j'exagère des mots. Alors, c'est ça qui fait ça. Il faut dire que ça paraît pas. Puis en plus, tu as choisi un métier en communication. Ben oui, T'aimes c'est ça ça. vivre dangereusement. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je disais à Marie-Claude Barrette, je suis allé sur un show, puis il m'invitait, puis je disais, mais pourquoi je suis ici? Tu sais, on était 4 bègues, et ex-bègues ou de bègues. Puis là, je me disais, mais je m'en viens à la télévision bégayer. On dirait que. Puis en plus, c'est ça, tu me dis, tu as fait un métier en com. Mais j'ai fait un métier en com. En fait, Derrière. c'est ça. Parce que mon vrai métier aurait supposé être devant. Mais j'ai eu peur, j'ai eu la chienne, et de toute façon, on ne m'aurait jamais engagé. Parce qu'on dit, lui, il est bègue, tu comprends? Parce que, tu sais, aujourd'hui, je me rends bien compte, je peux le dire, tu sais, puis ça peut aider des gens de le dire, mais tu sais, on peut réussir, même si on est bègue. Oui, puis tu es un très bon communicateur. On Ouais. entend très peu ton En bégaiement. plus, quand il y a un micro, ça m'aide. J'ai comme l'impression qu'il y a une personne de moins entre moi et toi, puis que je suis assez à l'aise avec ça, mais au-delà de ça, c'est sûr que, tu sais, si tu me demandais demain matin, aurais-tu aimé mieux ne pas être bègue? J'aurais dit oui, j'aurais aimé mieux ne pas être bègue, parce que j'ai vécu des détresses à cause de ça. Il y a des gens qui m'ont regardé avec des yeux. Ça n'a pas toujours été heureux. Tu sais, les gens qui te reprennent, là, d'ailleurs, il faut arrêter ça. Si vous avez un bègue devant vous, puis il bloque, ferme-toi. Ouais, attends Laisse-le qu'il finir. termine. Ben C'est la même chose pour des enfants en classe. Tu sais, un enfant en classe qui bégait, va-t'en pas finir ses phrases à lui. Ça, moi, ça me blessait profondément. Ça vient te remettre d'en face que tu es un bègue. Alors, oui, il y a des soirs que j'arrivais chez moi puis je pleurais parce que mes journées avaient été moins bonnes. Tu sais, par exemple, je faisais des caucus avec les animateurs, je me rappelle très bien. Mais quand tes gens te regardent et qu'ils t'aiment, c'est pas pareil. Tu parles dans ton monde d'adulte? Oui. Ah Oui. Quand j'étais à la radio puis que je faisais des caucus, par exemple, quand les sondages sortaient puis que je disais « Wow, vous êtes les meilleurs au monde », mais quand ça allait bien, là, tu sais, j'étais capable. Puis à un moment donné, il y a des fois, j'étais plus fatigué. Puis là, mes mots sortaient pas, puis ça dérapait. Puis là, il y avait devant moi Véro, Patricia Paquin, Sébastien Benoît, tout ce monde-là était là. Mais ils me regardaient, mais je me suis senti aimé par eux, par exemple. Mais il y en a, dans cette communauté-là, pas à rythme, mais mettons ailleurs, qui m'ont fait mal. Parce que là, ils te regardent, ils comprennent pas. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce qu'il fait là? Et là, tu as comme une espèce de moquerie que tu détectes qui fait partie de le non-verbal. Et ça me mettait en tabarnak. Puis ça blesse. Ah, ça me blesse. Excusez, là, tu me couperas, là. Non, coupe rien. Parce que ça, La là, spontanéité. Ça, là, on le ressent. Ouais. Ça, là, à cause de ma motadite sensibilité, je ressens ceux qui sont pas bien avec ça face à moi. Et c'est là que ça nous blesse. Puis là, le soir, tu arrives chez toi, puis tu pleures. Tu dis, ah, c'est ça. Là, tu deviens un grand bébé. Bien, pas un bébé, mais tu deviens quelqu'un qui a mal, quelqu'un qui vient de se faire mal. Tu sais. Mais je ne suis pas tout seul. Tu sais. C'est souvent des différences. C'est là qu'est la différence. Tu sais. Mais il y en a pour qui le regard des autres est plus important ou vient plus les toucher. Ouais. Puis ta sensibilité. Et puis de toute façon, tu es un gars justement de communication. Tu es avec les artistes, tu as accompagné des grands artistes. Mais la sensibilité, ça ne se soigne pas tant que ça. Non. On est avec ça. Sans se soigner, on peut parfois peut-être se protéger. Oui, il faut qu'on se protège. Il faut que j'ai appris ça, à mettre une protection. Et se parler, prendre de l'eau. Prendre une petite gorgée. Mais non, c'est ça. Mais à travers ça, puis là, tu disais, moi, j'étais derrière, mais là, je te trouve très à l'aise devant. On ne sait pas. Puis là, tu t'es mis devant en allant en enseignement, en retournant à tes premiers amours. Tu es diplômé en adaptation scolaire. Voilà. Quand j'ai vu la pandémie puis qu'il manquait des profs, j'ai dit que je vais faire de la suppléance. Et puis là, je suis dans des classes d'autistes, de déficience légère et je vis ce que j'aurais jamais pensé vivre de ma vie. Et je vois des choses que personne ne voit et ne verront et s'imagine. Des fois, j'arrive chez nous bouleversé. C'est ma sensibilité qui vient là, mais en même temps, je sais que j'ai apporté quelque chose dans ces classes-là. Qu'est-ce qui te bouleverse? Qu'est-ce que tu rencontres? Ce qui me bouleverse, c'est de voir qu'il y a tant d'enfants qui sont maganés par la vie et qui ont des difficultés, de plus en plus d'autisme, de plus en plus de déficience.
de plus en plus des enfants, tu sais, j'ai vu des enfants avec une violence que je n'aurais jamais pensé, tu sais, je pensais pas que ça existait, tu sais, ou je l'avais oublié, ou je sais pas. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai une admiration qui est presque sans borne, qui est presque pour les éducatrices, les professeurs, que tu m'aurais demandé qu'est-ce que tu en penses il y a 3 ans. Personne ne sait ça. Ce qu'ils font, ce que les éducatrices font dans les classes, ce que les techniciennes font pour ces enfants-là, ce que les professeurs ils doivent imaginer, doivent créer, doivent faire pour essayer de faire avancer le petit peu, un pas à la fois, ces enfants-là. Ça a beaucoup évolué du moment où toi, tu as fait ton bac. Ben, c'était pas ça. Et parce que dans le temps, c'est ça, ben, c'était l'adaptation scolaire. Oui. C'est ça, donc Mais tu sais, c'était plus des classes en adaptation scolaire où ce qu'on leur montrait, par exemple, le français. C'était-tu l'enfance inadaptée? Oui, ben non, moi, c'est l'adaptation scolaire. On venait de changer. Okay. Mais tu sais, aujourd'hui, il y a plus d'enfants autistes. On le sait, là, il y a plus d'enfants autistes. Il y a plus de diagnostics aussi. Il y a plus de diagnostics. Bon, puis il y a plus d'aide aussi. On n'est pas seul dans nos classes. Ça aussi, je sais, je ne savais pas. Mais en même temps, tu sais, c'est... Des fois, tu sais, je rentrais chez nous dernièrement, puis, tu sais, je me disais, qu'est-ce que je peux faire de plus pour Joseph, mettons? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Est-ce que tu réalises que tout au long de ton parcours, que ce soit en communication, que ce soit là en enseignement, que tu as toujours le désir d'aider, puis avec naturellement résidence pour personnes âgées, tu es toujours dans l'entraide, tu es toujours dans l'accompagnement, dans vouloir changer des choses dans la vie des gens? Mais en fait, moi, je pense que je suis là, on est là, tous, tout le monde ensemble. Quand on a eu la chance de ce que tu as eu, que ce que j'ai eu, il me semble qu'on a le devoir d'honorer l'humanité. Et on a le devoir, je trouve, de faire avancer des gens qui ont eu moins de chance que nous. Alors que ce soit des personnes âgées ou que ce soit des enfants, j'aurais vu les deux, le spectre est large, parce que tu sais, tu me dis, effectivement, tu sais, j'ai vécu avec 22 personnes âgées chez moi dans ma maison. Et là, maintenant, je suis avec des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Alors, tu te dis, où il est là-dedans? Et je me dis, bien, ce que j'ai appris en com, je m'en vais avec ça. Mm-hmm. Et j'ai l'impression, honnêtement, autant chez les personnes âgées que chez les enfants, quelquefois, de les émouvoir, de les émerveiller. D'être présent, tu sais, que ce soit avec les personnes âgées quand je joue du piano ou que je chante avec eux ou que je ris, ou que je raconte des histoires ou que je sois avec les enfants ou que je les regarde puis que je leur raconte une histoire ou que je fais un décor ou que je peinture, que je leur montre comment tenir un pinceau, comment faire un trait de pinceau. J'ai l'impression, juste si je suis capable de leur montrer hier, tu sais, à un enfant, j'ai montré qu'un pinceau, on tient ça comme ça, puis on peut faire un trait avec. On ne fait pas tout le temps ça. Là. Hier, tu sais, j'ai montré à faire un sapin, tu sais. Un sapin comme un artiste faisait des sapins. Là, tu sais, j'ai dit, on va faire un sapin. Et il y a 8 ans, puis il m'écoutait, tu sais. Je me suis dit, bon, tu vois, si j'y ai montré que ça. Et c'est ça que je pense que je suis plus une personne qui coach, qui veut coacher des humains pour aller plus loin. Parce que c'est ça que tu as apporté, même dans le milieu des communications. Tu avais des grandes vedettes que tu accompagnais, oui, effectivement. Tu supportais. Avec des images. Par exemple, à Rythme FM, j'avais créé une image où on a dit on va réussir ensemble, on va être comme une colonie d'outardes. Vous savez, des outardes dans le ciel, ça supporte. Bien, ils ont bien ri, mais aujourd'hui, ils retiennent que cette Daniel, les outardes, quand il me voit, les outardes. Oui, parce que je me dis que si on va gagner avec les outardes ensemble. Tu sais. C'est de faire la différence dans la vie des gens. Puis moi, aujourd'hui, j'avais une petite surprise pour toi, Daniel, avant qu'on continue. Surprise. Puis je vais appeler une personne. Puis tu vas devoir, je te dis pas c'est qui. Ah, ouais? Ouais, une surprise pour toi. Et puis, écoute, tu vas sûrement reconnaître la personne. Puis on va continuer un petit peu à discuter durant l'entrevue avec cette personne-là. J'espère qu'elle sera en ligne. Oui, elle attend mon appel. Oui, je suis un petit peu en retard, mais elle attend mon appel. C'est dans mon coin, ça, 328? T'es curieux? Bien, j'essaie de voir parce que je regarde ton numéro. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Ben oui, je suis en compagnie de Daniel Brouillette. Est-ce que tu reconnais la voix, Daniel? Ben là, non, comme ça, non. Vite. J'ai juste vu 328, donc c'est dans mon coin. C'est à Saint-Narcisse. Bonjour, Sylvie. Oui.
Sylvie. Sylvie? Sylvie la cuisinière? C'est Sylvie Oui. la... Oui? Ah, Sylvie! Oui. Sylvie à la villa! Oui, c'est Sylvie à la Villa de Saint-Narcisse. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Ben, je te parle, Daniel. Ah, puis là, vous vivez toute une aventure, là, hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. On s'ennuie beaucoup. Ouais, c'est ça, mais en même temps, je sais que j'ai su tantôt que vous êtes dans une épidémie pas facile. Oui, on est en épidémie de gastro, oui. Ah, Même moi, mon je Dieu. l'ai, là. Mais je suis moins pire. Une chance que vous êtes en ligne. On est content de soigner en ligne. Reste là! Hein, mais mon Dieu, Je suis en Sylvie! ligne. Ben oui, Sylvie, écoute, ce que j'ai voulu faire, Daniel, c'est que j'ai appelé à la villa, j'ai appelé le nouveau propriétaire. OK, ouais. Puis j'ai dit, ben, je voulais comme faire une petite surprise parce que tu t'es investi. Je comprends ouais, que ouais. c'est ton épouse qui était Ben plus oui, ben oui, c'est présente elle à qui ce était pas mal moment-là. présente, ouais. Mais moi, je t'ai vu sur les médias sociaux, tout ça, puis avant justement que vous vendiez la résidence, puis je te voyais pianoter. Ben ouais. Je pense que tu n'étais pas tout le temps là, mais quand tu étais là, je pense que tu faisais Oh, la ouais. différence. Puis Sylvie, là, vous en êtes rendu à votre 16e année, je pense, hein? Ben oui, Sylvie. Oui, 16e année, le 6 février de cette année, là, ben, en 2022. Ben, Elle parle- Sylvie, c'était notre bras droit de cuisine. Là. C'était elle qui était là. C'était quand quasiment à l'âge d'or. Ben oui, c'est sûr. Puis comment Daniel faisait la différence dans la résidence des personnes âgées, Sylvie? Ah, Daniel, c'était un homme, il était généreux, il était chaleureux, il était serviable, il était beaucoup, beaucoup à l'écoute des gens. Le dimanche, il venait nous jouer du piano, il contait des histoires comme dans le bon vieux temps avec les résidents. La villa, toutes les fêtes de l'année, c'était décoré par Daniel Leclerc aussi. Et puis, je peux vous dire qu'on faisait un beach party l'été, en juillet ou en août. Et puis, Daniel mettait sa petite jupe hawaïenne. Ah, Puis j'aurais il aimé nous ça voir ça. faisait chanter, puis il nous faisait danser. Puis les gens l'aimaient beaucoup, 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 Daniel. Ben oui, c'est ça. Mais moi aussi, je vous Beaucoup. aimais. Je vous aussi aimais Sylvie. Puis Sylvie, tu toujours été là. Les résidents, Sylvie, c'était comme après le bon Dieu. C'était Sylvie, là. Tu sais, ben oui, tu sais. Ah, Il je s'ennuie l'aime de toi beaucoup, aussi, Daniel. Sylvie. Hein? Il s'ennuie de toi aussi. Parce que Sylvie Ouais, a ben, dû je arrêter. suis retournée à la villa, là. Bon. J'ai recommencé à travailler, puis ils sont bien contents. Ouais, j'imagine. Oui, Merci, mais là, Sylvie. c'est ça, là. J'ai commencé en fin de semaine, puis c'était le gros fin de semaine de charivari de gastro. Oh, Puis là, ouais. ça a l'air qu'il y en a encore, là. Ben oui, on Puis- va... Ouais. Puis Sylvie, qu'est-ce que vous pensez que Daniel, à travers là, ces petites fêtes-là et tout ça, le piano, qu'est-ce que vous avez vu dans les yeux des résidents quand Daniel était là? Qu'est-ce qu'il leur apportait, selon vous, là, de particulier aux résidents? Ah, moi, je dis qu'il y avait beaucoup d'amour. Aussitôt qu'ils voyaient Daniel, ils sont contents. Puis ils me posaient tout le temps des questions. Quand est-ce Daniel va venir jouer du piano? Quand est-ce Daniel va venir? Et ils l'attendaient tout le temps. Et je vous le dis, c'était un gros morceau à la villa, là. Puis là, je pense que vous allez pouvoir parler plus longuement parce que vous allez avoir un souper, je pense, bientôt, là. Oui, samedi pour Noël. Oui, on a Ben tout hâte. Ah, Oui, ben, c'est bien. toutes les employés à Daniel Leclerc, on va tout être là, présents. Ah, ben merci beaucoup d'avoir pris ce Merci, temps-là, Sylvie, t'es bien gentille. Puis ça a été ça m'a vraiment fait un plaisir plaisir, de Daniel. vous parler. OK, Puis je joyeux t'aime. Noël à tous. Merci. Je t'aime, Sylvie. Bye-bye. OK, moi aussi, je t'aime. Bye-bye. Ah, ben mon Dieu, c'est gentil. C'est une bonne C'est une personne. belle surprise. Ouais, c'est une bonne personne. Ben, en c'est ça, plus. tu sais, j'ai dit, bon, ben, moi, je trouve que c'est pas rien quand même de s'investir auprès de personnes âgées. Je trouve que ça fait quand même la différence. Il y a aussi les femmes aussi qui sont importantes pour toi. Tu vas souvent à la défense des... Tu es un homme qui aime les femmes, mais je veux dire, dans Ouais. dans le sens important. Ben, oui, parce que j'ai beaucoup de la misère encore aujourd'hui à concevoir, à concevoir que ce que les femmes subissent. Je ne comprends pas ce qui s'est passé chez l'homme. Je ne sais pas quelle bête nous sommes, les gars, pour cultiver cette violence qui est encore aujourd'hui. Tu sais, on la voit. Là, je ne vous ferai pas d'histoire, mais j'ai beaucoup de difficultés à comprendre le gars. Des fois, je me pose des questions, je me regarde dans moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans nos hormones de mâle pour avoir fait ça?
il y a un problème à quelque part dans l'humanité qui s'est passé parce que, tu sais, je dis, c'est pas tous les gars qui sont comme ça, je le sais, là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a déjà trop. Il y en a déjà trop. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça vient d'où? Comment se fait-il que des femmes enfantent des gars comme ça? Où est-ce que ça part, cette racine-là? Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de... Tu sais, je trouve que les femmes... Des fois, je trouve qu'il manque même de solidarité entre elles, mais je pense qu'on a encore tellement de travail à faire. Puis ça me vient me chercher. Je me dis... Qu'est-ce que tu veux dire par manque de solidarité entre elles? Je sais pas. Je trouve qu'on devrait être plus féministe. On devrait être plus féministe. On devrait arrêter de penser que les féministes n'ont pas changé le monde. Les féministes ont changé les femmes, ont changé les hommes. Tu sais, Jeannette Bertrand m'a changé, moi. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a pu... on dirait que il y a pu... On a encore à être éduqués, les gars. Puis on dirait qu'on ne se fait plus éduquer. Et moi, je pense qu'il faut l'être. Il faut que dans les écoles, d'abord, c'est pas avec 15 heures de sexualité par année qu'on va faire des gars responsables. Ça n'a aucun crise de bon sens. D'avoir 15 heures de cours de sexualité, c'est presque rire du monde. À l'élémentaire comme au secondaire. Et là, tu as plein de monde qui disent « Ouais, mais c'est pas à l'école à gérer ça. » Mais je trouve que les gars ne sont pas assez éduqués. Et on a un problème d'éducation qui fait que si on s'enfarge dans notre propre genre, puis qu'on devient... Bien, on manque... On a un problème. Je trouve que les gars, on n'a pas été assez éduqués. Ce qui fait qu'il y a des gars qui deviennent agressifs, puis qui pensent qu'eux autres, les femmes, elle leur appartient. Puis il y a encore des comportements primitifs. Oui, et puis qui pensent qu'elle leur appartient, puis ils sont carrément, qui ne veulent pas qu'elle touche à ça, ils veulent être contrôlants pour elle, ils pensent que ils se sentent supérieurs encore. Moi, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu qu'il y a encore des gars qui se sentent supérieurs aux femmes. Alors, on a un sérieux problème. Qui n'acceptent pas qu'une femme va prendre les rênes. Qui n'acceptera pas ça. Diriger, qui ne comprend pas qu'elle ne l'a pas appelée parce qu'elle est allée ailleurs. Et quand il la quitte, comment ça qu'elle me quitte? Et que là, il va aller jusqu'à la tuer parce qu'elle l'a quittée avec... Et là, tuer ses enfants. De tuer ses enfants. Et c'est de plus en plus ça. Donc, où est-ce qu'on a manqué dans la chaîne? C'est un problème d'éducation et je le vois même à l'école. Aujourd'hui, moi, depuis 2 ans, j'ai enseigné même en secondaire 3. Je suis désolé, là, mais j'ai eu personne qui a eu un cours d'éducation sexuelle où qu'on a parlé des hommes et des femmes, parce qu'on leur enseigne des mathématiques, on leur enseigne le savoir, mais aucun savoir-être, ce qui fait qu'on a créé des hommes et des femmes. Il y a des femmes aussi qui auraient besoin de se faire dire, regarde, accepte pas ça. Non. Ça, t'as pas le droit. Non, de l'autre côté aussi. Exactement. Je suis peut-être dur, là, mais on a un problème pareil. C'est gênant, des fois, être un gars. Mais il faut en parler. C'est gênant. Oui, effectivement, là, quand il arrive justement, c'est gênant, féminicides, etc. Je pense juste à l'enfant martyr de Granby, que tu vois le père. OK, la mère n'a pas fait... C'est épouvantable, mais le père, qu'est-ce qu'il a fait? Et là, on condamne la mère. C'est vrai qu'elle est condamnable. Il faut la condamner. Mais lui, là, son procès commence. La belle-mère, oui. Oui, la belle-mère. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Quel gars que c'est? Pourquoi il a accepté ça? Il ne l'a pas vu? Non. Ah non, puis on est dans une société parfois où justement chacun est tellement individualiste qu'on veut pas voir, on veut pas dénoncer, on veut pas... donc, on a vraiment un regard là, à avoir là-dessus. Il y a du travail à faire là-dessus. Si je reviens à ta famille... Tu as 2 beaux enfants. Oui. Parle-moi de tes enfants. Ben écoute, j'ai une fille de 34 ans, 35, puis un garçon de 33. Mon garçon est en communication, comme son père. Et je voulais pas qu'il le fasse, mais il l'a fait pareil. Il va à sa tête. Puis il est bon.
Mais il est excellent en ondes, je le coach. Je dis ça, c'est correct. Ça, tu fais attention à ça. Fais attention à ton débit, fais attention à ce que tu racontes, comment tu le racontes. Donc, c'est le fun. Et ma fille, elle est en com, mais plus dans le voyage au Club Med. Donc, c'est sûr que les deux ont voulu suivre ces traces-là. Puis je suis très fier d'eux parce que, honnêtement, mais tu sais, c'est ça. Ils ont un père qui les regarde aller, qui les conseille, qui dit ah oui, ça, c'est le fun, mais ça, non, ça, on pourrait. Moi, ça, j'ai pas aimé ça. Tu sais, ils savent très bien. Mais honnêtement... C'est un bon critique. Oui, c'est un bon critique. Il le demande aussi. Oui. Raphaël, il me le demande. Puis c'est correct. On ajuste des choses. C'est un privilège qu'ils ont. Là, oui, quand tu es en onde, mon fils, les cheveux, ça soit correct. Puis c'est ça comme ça. Puis la couleur, c'est comme ça. Puis tu fais attention. Puis tu te tiens. Puis il y a du maintien. Il y a une façon d'être. Et c'est ça. Là, je texte. Il va falloir que tu me fasses mon compte rendu après. Tu me feras mon passe si je passe mon premier cours. Écoute, on a aussi, naturellement, mais qu'est-ce que, je vais revenir terminer avec tes enfants, qu'est-ce que tu aimerais leur laisser comme héritage, le plus beau héritage que tu aimerais leur laisser pour les accompagner dans leur vie future, quand tu ne seras pas là? Je pense que si je peux avoir inspiré un peu, les inspirer les inspirer en leur disant que, rien n'est impossible, il faut juste avancer tout le temps, parce que dans la vie, on pense que des choses qui sont impossibles, mais je pense qu'ils ont eu un père qui s'est lancé dans des affaires impossibles, puis ça a marché, quand on fait des choses, il faut créer des choses et les créer. Moi, je veux que mes enfants créent leur vie, donc dans le sens que je veux qu'ils créent leur vie à eux, et non qu'ils copient des vies. Alors, je le dis souvent, créez votre vie. Il n'y a pas d'aller voir des modèles, ça me tanne. Copier, puis allez créer votre vie, créer vos affaires, créer vos écritures, créer vos styles. Copiez pas, faites votre moi, je dis ça aux enfants. C'est quoi ton talent? OK, on va prendre ça, puis on va l'exploiter. Prends ça, puis fais quelque chose. C'est ça, en fait. J'aimerais ça qu'ils retiennent que ça serait bien correct. Dire, hey, mon père était bègue, puis finalement, il a été en com, méchant malade. Il a continué, il a fait son chemin. C'est ça. Et tu fais tellement de choses, et puis tu suis justement ta route. Là est venu dans ta vie le fait de devenir célébrant de fin de vie, mais en fait, de fin de vie. Explique-moi en quoi ça consiste. Qu'est-ce que tu fais? En fait, je me suis dit, on va tous mourir. Alors, C'est pas mal une certitude. Oui, ça, c'est clair. Et comme je me suis dit, on va tous mourir, bien, la dernière fois qu'on va se voir, je veux pas que ça soit plate. Alors, je me suis dit, quand j'ai écrit mon roman, j'ai écrit un épilogue, puis j'avais l'impression que je racontais... L'épilogue, c'est comme un résumé de notre livre, de notre histoire, où est-ce qu'on voulait aller. Et je me suis dit, dans la vie, tout le monde a le droit à son épilogue. Alors, je me suis dit, OK, pendant la pandémie, j'avais du temps le soir, j'ai suivi une formation avec l'Association des célébrants pour la vie, puis je me suis dit, je vais célébrer la vie des gens qui sont morts, des personnes âgées, mais pas juste eux autres. Il y a des gens qui meurent parce que moi, je trouve que, des fois, puis tu sais, avec sans affiliation religieuse. Donc, je me dis, si tu es orthodoxe, si tu veux prier, si tu crois en rien... C'est l'humain qui est on prend ça, puis on part de ça, puis je respecte ça, puis je vais écrire, je vais créer quelque chose avec toi. On va créer une fin, un dernier chapitre de ta vie, on va l'écrire avec tes frères, avec ta famille, avec toi, puis on va créer un événement pour se rappeler de toi. Donc, j'écris comme un chapitre à la fin de quelqu'un qui meurt. Puis, je prends le temps de parler avec ces gens-là. Qu'est-ce que ça leur rappelait? Puis, c'est comme si j'écrivais un livre. Donc, je m'en vais célébrer avec eux, avec des symboles, avec des chansons. On pense à tout. Il n'y a rien qui arrive là pour rien. Dans ma tête, quand on célèbre la dernière fois, quand on célébrera la dernière fois, bien, je veux que ça soit pensé, réfléchi, que la musique arrive là et qu'il y ait un symbole. Par exemple, la dernière fois, bien, quand j'ai fait une célébration, c'était pour un couple gay. René est décédé, 60 ans, et c'est drôle parce que lui, sa couleur préférée, c'était orange. Puis, dans ma célébration, à la toute fin, je dis, savez-vous quoi? J'ai dit, les amis sont arrivés avec un panier de nectarines. Et pourtant, tu ne vois pas ça souvent, mais je dis, avant de partir tantôt, vous allez prendre une nectarine et vous allez vous rappeler toute votre vie que quand vous en mangerez une, c'est pour René qu'on la goûte. Et pour moi, tout a du sens. Donc, on réfléchissait
à tout ce qu'il a vécu. Et dans son cas, à lui, ce qui était magnifique, parce que j'étais allé vivre avant qu'il meure. Donc, on m'avait demandé d'aller vivre avec ses amis, ses 10 meilleurs amis, autour de son lit. Donc, j'ai animé le dernier moment d'amitié ensemble, ou ce qu'ils ont pu y dire, et lui aussi. Et on a été vraiment conscients de ce qu'il disait, parce qu'il est décédé 2 jours après. Donc, c'est magnifique, mourir comme ça. C'est sûr que c'est tragique de mourir à 60 ans, là, mais il l'avait digéré, il avait eu une belle vie. C'était un couple gay. Je voulais célébrer aussi la différence, je voulais célébrer l'amour. Et son copain, c'était la première fois qu'il déclarait au monde entier qui aimait un homme. Et ça, pour moi, en plein salon mortuaire, de déclarer ça avec une lettre qu'on avait écrite ensemble. Pour moi, mourir heureux, c'est ça. Mourir avec du sens. Puis ils disent, hein, la mort, c'est de célébrer la vie de la personne. Exactement. C'est de célébrer ce que la personne a été. Exactement, parce qu'autrement, ça n'aura pas de sens. Mais non. C'est triste à mourir, vraiment. Mourir, c'est triste à mourir, vraiment. Tu dis au monde, tu dis non. Alors moi, j'ai décidé de célébrer la vie. Donc, toi, moi, on va mourir. La dernière fois que je célébrerai, si tu célébrais ma vie, ma dernière fois, ben je veux qu'on célèbre. Tout le monde a le droit à ça. Tout le monde a le droit à se faire raconter une histoire de quelqu'un. Alors, comme j'écris, j'aime ça écrire, mais je me suis dit, ben, je vais écrire, je vais raconter, je vais animer. Et ça a bien été. Alors, je vais probablement annoncer ça bientôt, là, officiellement, parce que, tu sais, j'en ai fait 2. Oui, non, c'est ça. J'en ai fait 2. J'ai fait 2. J'ai fait la mort par un suicide, quand même. Puis j'ai vraiment été là, délicatement, mais ça s'est bien passé, tu sais. Puis on a raconté une belle histoire, que ça s'est fait sur une ferme en plus, parce qu'aujourd'hui, on peut célébrer un peu partout, là, pas juste dans les salons mortuaires. Alors, tu sais, c'est ça que j'ai aimé, tu sais, de respecter le choix de ces gens-là. Puis, comme tu disais tantôt, qu'est-ce que je peux faire? Créer une différence, créer autre chose, pas copier. Non, voilà. Non, c'est ça. Puis ça, en faisant ça, est-ce que ça t'amène différemment à voir justement la fin de ta vie? Il te reste encore beaucoup d'années, mais est-ce que ça t'a amené à aborder le restant de tes jours de manière différente? Oui, ça m'a appris, même si c'est difficile, puis que des fois je sombre dans le pas ça, là, ça m'a appris d'en profiter là. Okay? Profiter de la vie. Oui, parce que c'est ça. Mon problème, c'est que souvent, je vais retomber, mais je rebondis en me disant, non, regarde là, demain, là, c'est une journée à la fois, puis il faut qu'on en profite aujourd'hui. Quand tu dis retomber dans quoi? Ben, en fait, je retombe des fois dans... Ben, tu sais, ça m'arrive de retomber dans le négatif. OK. Ça m'arrive. Tu sais, là, je fais comme, ben oui, parce que c'est mon problème, tu sais, c'est mon problème. Mais... Dans de l'amertume, Dans de l'amertume, ou... oui. Tu dis, est-ce que j'ai réussi comme il faut? Est-ce que j'ai bien fait ça? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Mal gérés. Des deuils mal gérés, des déceptions. Oui, des pertes d'amitié que tu n'aurais pas voulu perdre, qui n'ont pas compris. Toutes sortes d'affaires de même. C'est ça. C'est le carencé, là, il ressort pareil. Pas parce que tu es comme ça que le carencé ne ressort pas. C'est ce qui fait que je suis comme ça, c'est que je suis carencé, probablement. Fait que là, d'un sens, ça t'amène à dire, ben moi, je vis mon moment présent, oui, je profite de la vie, voilà. Puis je travaille à toujours ressortir le positif. Exactement. Tu sais, comme là, je suis avec les enfants, puis je me dis, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Hey, je pars avec mes enfants le matin, là, puis là, j'en ai 7, puis là, ils ont hâte, puis là, quand j'arrive dans la classe, là, il y en a 1 ou 2 qui viennent me serrer. Ah, monsieur Daniel! Ah. Ça, c'est de la vitamine. Hey, écoute, là, c'est quoi? Tu sais, je fais comme, attends un peu, là. Aujourd'hui, j'ai peut-être la seule personne qui va y donner un peu d'amour, tu sais. C'est quelque chose. Fait que là, je rebondis, je dis, t'as du sens aujourd'hui. Ta vie a du sens. Ouais. Mais des fois, je trouve que notre vie, elle n'a pas de sens. Parce qu'on ne fait pas toujours les bons choix, puis on va dans le superficiel, puis on va dans... Ben non. Des fois, on est des choses qui ne nous ressemblent pas. On est paresseux. On est paresseux, c'est la paresse. Ouais. C'était tellement une belle rencontre, Daniel. Vraiment, je te remercie beaucoup de ton partage. Et tu sais, comme je fais avec tous mes invités, parce que je suis un prof, ça remet quoi? Ça remet des diplômes, ça remet des certificats. Ah, oui. Mais oui, et je t'ai fait un certificat personnalisé que je vais te lire dès maintenant. J'ai mon diplôme. Un diplôme. Yes, il y a un nouveau diplôme. La maîtresse est contente.
Ah oui, 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 l'élève va sûrement être content aussi. Alors, pour sa résilience et sa force d'avoir pu survivre dès son jeune âge à l'invivable, pour avoir su faire grandir positivement le jeune garçon blessé en lui, pour sa polyvalence, ses multiples talents et ses nombreuses réalisations, pour tous ces artistes qu'il a accompagnés et soutenus avec cœur et professionnalisme, pour les mots qu'il écrit et qu'il fait danser habilement, pour son amour inconditionnel et son respect affirmé envers les femmes, pour tous ces aînés qu'il a accueillis dans sa résidence et auxquels il a offert son temps et son dévouement inconditionnel, pour le dernier Je t'aime de Rita et d'Oscar, pour toutes les vies qu'il célébrera et qui auront le privilège d'être soulignées par lui. Ah, merci, Daniel. Merci. Merci beaucoup. Je remets ton diplôme. C'était tellement une belle rencontre. Merci beaucoup. J'ai un diplôme de plus après mon bac. Ben ça oui, va devenir puis ça. je te souhaite vraiment une belle route, puis je te souhaite d'être dans le positif encore pour longtemps, puis de te nourrir de tous ces beaux projets vraiment les plus intéressants, autant les uns que les autres. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Merci à la prochaine. beaucoup. Merci.